avec tous nos autres amis ici, co-organisateurs de cet événement, en tout cas de son chapitre français. Je vous laisse vous présenter Laetitia et Marie. Marie, à toi l'honneur. Alors, bonjour à tous, moi je suis Marie Duhaut, je suis la fondatrice d'Entre Confrères et donc on a choisi d'organiser l'événement ensemble avec Ubisoft et Laetitia Jacquier fait aussi partie de l'équipe Entre Confrères et donc nous avons organisé à plusieurs reprises des événements sur l'innovation légale, donc on a eu plein d'idées pour cet événement. Merci Marie. Donc Laetitia Jacquier, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi j'ai été avocate pendant 6 ans et puis comme Marie l'a dit, je fais aussi du conseil avec Entre Confrères. Et puis j'ai aussi fondé le podcast sur l'innovation dans le domaine du droit du vent sous la robe. Et donc je fais partie aussi de la team organisatrice du Global Legal Hackathon. Voilà. Simi est de retour. Est-ce que tu peux essayer, peut-être on était en train de faire le tour pour se présenter, comme ça peut-être tu peux juste voir si on t'entend. Tour. Ok, il y a Soumi Saint-Auguste, il fait problème de connexion depuis OpenLaw, l'association qui donc organise ce petit webinaire mensuel en vue de faire découvrir à l'écosystème de l'innovation juridique des initiatives intéressantes, inspirantes. Et bon, alors ce soir c'est un peu particulier parce qu'en fait on est co-organisateur et partenaire de l'événement dont on va vous parler. Et l'idée, c'est surtout qu'on réponde à vos questions. N'est-ce pas ? Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, peut-être qu'on peut quand même en 2 mots de dire un petit Faire une peu petite l'origine de ce projet et en fait pourquoi on s'est lancé là-dedans. Donc d'abord, l'origine du projet, c'est que pendant les rendez-vous des transformations du droit, avec Laetitia, on s'est croisés, j'étais tout content, on revoyait des gens dans la vraie vie. Voilà, et puis on a commencé à parler de cet événement international. Tu pourras peut-être en dire un mot, tu as participé à une édition précédente. Et le sujet, c'était qu'en fait, il n'y a jamais eu de chapitre ou d'événement local en France, parce qu'il n'y avait personne qui se lançait dans le fait d'être hôte et organisateur. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, en fait, tout simplement se lancer. Et donc, moi, peut-être juste pour expliquer pourquoi est-ce que côté Ubisoft, on s'est lancé là-dedans. En fait, on a une stratégie, une vision en fait, sur les sujets d'innovation juridique qui est très portée par la direction, par notre Chief Legal Officer et par toute l'équipe. Et en fait, on avait ce projet depuis un moment, de participer à un hackathon, éventuellement d'en organiser un. Et en fait, on s'est dit, plutôt que de réinventer la roue, de se lancer comme ça un peu, pourquoi ne pas se raccrocher à ce chouette événement international. Et donc, par rapport à ce sujet, on est vraiment dans une posture où, en fait, nous, on a juste envie que ça ait lieu. Et donc, finalement, le meilleur moyen pour que ça ait lieu, c'est de le faire et puis de permettre à tous les gens intéressés de venir s'associer à cet élément. Donc, j'ai réussi à obtenir un petit budget et des petits enjeux logistiques, parce que en ce moment, c'est pas forcément simple pour accueillir ça dans nos locaux qui sont assez chouettes. On a un siège qui est à Saint-Mandé, donc métro juste à la sortie de Paris, et on a des beaux espaces collectifs tout neufs qu'on sera ravis de mettre à disposition. Et donc voilà, nous, l'idée, c'est vraiment de se dire, il n'y a pas de raison que la France soit pas sur cette carte, il n'y a pas de raison que l'écosystème d'innovation français soit pas mis en avant aussi à ce niveau-là. Et donc, on a juste envie, en fait, de permettre ça et de rendre possible cet événement. Voilà, je ne sais pas si vous voulez un petit peu redonner d'autres éléments, toutes les trois. Bon, je pense que tu as bien résumé les choses. Effectivement, comme tu l'as dit, j'avais participé juste avant le Covid au Global Legal Hackathon à Londres, et j'avais vraiment adoré l'événement, l'effervescence qui en était ressortie. Et puis j'avais dit, mais
bon, ça se fait qu'il n'y ait rien en France, il y a plein de villes dans le monde. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et donc, je suis très contente de voir que ça va prendre forme en France grâce à tout le monde et grâce à Ubisoft en particulier, puisque sans eux, ça aurait été plus compliqué. Donc, je pense que, en tout cas de mon côté, rien de plus à ajouter. Je pense qu'on peut peut-être répondre aux questions aussi, sauf si Marie et Sumi, vous voulez ajouter quelque chose. Juste pour quelques infos pratiques peut-être, vous avez certainement vu passer nos posts, mais vous savez que donc c'est un événement qui va avoir lieu entre le 25 mars, donc qui est un vendredi, ça aura lieu en fin de journée, jusqu'au 27 mars qui est un dimanche, en fin de journée également. Et donc l'objectif c'est qu'il y ait des équipes qui se créent autour de projets qui seront soit proposés, soit choisis librement, et que chaque équipe travaille jour et nuit sur son projet pendant tout le week-end et puisse, in fine, le dimanche soir, pitcher son projet et remporter l'adhésion du plus grand nombre des membres du jury. Il y aura des tas d'animations durant tout le week-end, des mentors qui seront là pour conseiller de façon neutre, qui seront là pour donner des tas d'éléments, pour vous aider, pour aider en tout cas les équipes à réaliser leurs projets. Et puis il y aura une partie atelier aussi sur des thématiques qui aideront les participants à faire aboutir leur projet d'ici la fin du week-end. Donc, ce sera certainement dans une très bonne ambiance, comme ce genre d'événement se fait toujours. Donc, il y aura une partie en présentiel, une partie en distanciel. On espère qu'il y aura le plus de monde possible en présentiel, parce que c'est quand même pas pareil. Et donc, si vous avez d'autres questions aussi sur les modalités pratiques, on est là pour ça ce soir. Et peut-être ajouter aussi qu'il y aura un certain nombre de mentors qui seront là pour aider les équipes tout au long du week-end et qui permettront de répondre sur des champs de compétences qui peuvent être complémentaires ou des points bloquants, etc. Donc, vous ne serez pas livré à vous-même pendant le week-end. Parmi celles et ceux qui nous écoutent ce soir, qui est déjà inscrit et qui a déjà... Alors, il y a deux questions en fait. Qui est déjà inscrit et qui a déjà eu l'occasion de participer à des hackathons, à des concours d'innovation ouvertes? Vous pouvez prendre... on n'attend pas que vous interagissiez sur le chat seulement. Vous pouvez tout à fait... nous rejoindre, ouvrir votre caméra et prendre part à la conversation. C'est un peu l'idée de ce soir. Ne soyez pas timide. Donc moi, je peux me lancer. Attendez, je vais mettre la caméra 2 secondes. Attendez, top. On va reprendre. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui. Oui, bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Audrey Belzira. Je représente l'incubateur du barreau de Paris. Donc nous, on serait ravis de vous aider à organiser cet événement, l'animer éventuellement. En revanche, l'incubateur en tant que tel, il n'a pas vocation à être forcément participant pour l'innovation juridique, parce que nous, notre rôle, c'est d'aider justement les avocats et juristes à créer des legal tech ou à se lancer dans l'innovation juridique via notre système d'incubation. Donc voilà, moi je ne suis pas forcément une participante. Moi j'ai jamais fait de hackathon, mais par contre j'ai aidé des amis qui passaient l'agrégation de droit à leur grand oral. C'est un peu la même chose. On est enfermé pendant 24 heures en équipe de 15 personnes, voilà. Donc je vois très bien et je confirme que l'ambiance est exceptionnelle lors de ces projets-là. Donc moi je suis à votre disposition peut-être en dehors de ce call pour refaire un point
on peut vous aider à promouvoir cette initiative, justement. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que les autres veulent se présenter peut-être, nous dire quel rôle ils veulent jouer dans cet événement? Anne-Hélène qui s'est déjà inscrite et qui a déjà une expérience en la matière et qui peut peut-être en faire part. Oui. Ah. On a perdu Anne-Hélène. Alors sinon, Armelle, attends, je ne sais pas. Donc, ouais, dans les messages, Armelle me dit, je ne suis pas encore inscrite, mais j'ai déjà participé à des challenges internationaux. 2 questions. La constitution d'équipe au préalable. Les personnes que j'ai contactées sont soit déjà par un mentor, soit ont déjà intégré des équipes. Est-ce qu'il serait possible de savoir qui veut faire équipe et en fonction de quel centre d'intérêt? Bonne question. Qui veut répondre? Geoffrey. Oui, alors c'est vrai que nous, notre objectif, c'est de catalyser la création d'équipes. On n'a pas forcément, même d'ailleurs quand les gens s'inscrivent, en fait, ils s'inscrivent individuellement, donc on n'a pas forcément aujourd'hui une visibilité complète sur les équipes déjà constituées. C'est évidemment, c'est pas forcément quelque chose qui est très facile à savoir en avance. Et je pense que la seule solution, c'est en quelque sorte, c'est vraiment d'essayer par votre réseau de trouver de quoi constituer des équipes. Je pense qu'il sera tout à fait possible de compléter les équipes sur place parce que je sais qu'il y a des gens qui s'inscrivent sans avoir d'équipe. Alors, ça, c'est toujours un petit peu compliqué sur les hackathons en général, mais encore plus dans nos sujets. Alors, je vais essayer de résumer ça de ma petite expérience des hackathons pas spécialement juridiques, mais en général, c'est que il y a souvent des gens qui ont envie de participer et qui n'ont pas nécessairement une équipe complète, et il y a souvent tout à fait moyen d'enrichir les équipes sur place. Et de toute façon, l'objectif, c'est quand même que les équipes n'aient pas travaillé en amont sur leur projet. Donc finalement, la logique d'arriver et de construire une équipe sur place, elle n'est pas impossible. Par contre, souvent, ça pose un problème en fait de mélange de compétences. C'est que, par exemple, soyons clairs, souvent les compétences techniques, les développeurs ou des choses comme ça sont en moins grand nombre. Et donc le risque, c'est évidemment de ne pas avoir sur place énormément de profils aussi variés qu'on le souhaiterait qui sont disponibles. Donc c'est l'idéal, à mon avis, c'est d'essayer de constituer un cœur d'équipe qui soit suffisant, et puis ensuite de l'enrichir avec les présents. De mon point de vue, c'est le plus efficace. Et du coup, j'en profite pour réagir sur la question d'Armel. C'est oui, en théorie, évidemment, nous n'avons pas de moyens de police pour surveiller les participants avant. Donc, mais la règle, la logique, c'est qu'on ne travaille pas vraiment sur le sujet en équipe avant le hackathon pour préserver une forme d'équité entre les participants. Parce que c'est peut-être un élément qu'on n'a pas précisé. Hein. Comme je le disais, on s'inscrit dans une organisation internationale. En tant que coachs locaux, on est libre de se débrouiller comme on a envie pour organiser notre événement. À la sortie, le seul engagement qu'on a, un engagement important qu'on a, c'est qu'il y a un jury qui va désigner une équipe qui gagne l'événement local. Cette équipe gagnante, elle intègre les demi-finales mondiales qui sont organisées par l'organisation centrale du Global Legal Hackathon, qui se font en ligne. Et ensuite, il y aura, je crois, 8 équipes qui seront invitées par les organisateurs pour la grande finale qui devrait normalement cette année, Covid ou autre sujet, le perdant devrait se tenir à Londres en septembre. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il y a un enjeu quand même d'équité, c'est que des gens qui arriveraient avec un projet de start-up ou de legal tech qui existe déjà depuis longtemps ou qui aurait été développé depuis longtemps, il y a quand même des chances que le jury soit pas forcément complètement réceptif. Voilà. Alors, l'idée, c'est vraiment que sur le livrable. L'idée, c'est que ce soit vraiment très innovant et que ça soit fait de façon équitable par tout le monde en 3 jours. Donc,
s'il vous plaît, jouez le jeu parce que ce sera beaucoup plus intéressant si tout le monde part sur les mêmes bases. Et n'ayez surtout pas peur de participer seul parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de participants qui sont seuls, qui n'ont pas d'équipe, et les équipes vont se constituer le premier jour et ce sera très sympa et ça marchera aussi bien que les équipes qui sont préconstituées et qui se connaissent déjà très bien. L'expérience, ça marche très bien, avec des inconnus. Moi, c'était mon cas à Londres. Hein. Je n'avais pas d'équipe, je suis arrivée comme ça et c'était très chouette aussi. Donc, effectivement, je confirme. Une question à laquelle vous avez répondu en partie sur le livrable à présenter au bout des 3 jours, sachant qu'il y a une étape effectivement au-delà qui est la compétition mondiale en septembre à Londres, sans pression. Oui, sur le livrable, il faut être en mesure de pitcher quelque chose au jury dans un temps limité et de montrer au jury le plus qu'on peut. Évidemment, dans un monde idéal parfait, une équipe extrêmement efficace peut proposer un prototype avec certains éléments de fonctionnalité. Si je puis me permettre de jouer le vieux papy emmerdant sur les histoires d'utilisation de termes anglo-saxons auxquels chacun met la compréhension qu'il veut bien, pitcher, on est bien d'accord qu'on évoque un projet d'application. On présente un projet d'application avec ses fonctionnalités. Oui, s'il y a déjà un prototype fonctionnel, ce qui n'est pas complètement impossible dans un hackathon en général, je pense que ça peut être aussi la présentation d'éléments d'un prototype fonctionnel, mais ce n'est pas obligatoire, enfin, en tout cas de mon point de vue. Après, ça peut être un visuel. C'est intéressant d'avoir ces précisions parce que effectivement il y a des gens, ils se disent si je dois faire un proto, j'ai pas les moyens, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, j'ai pas de programmeur, comment je fais? Et déjà si vous avez des idées, vous êtes capable de pouvoir poser les bases d'une sorte de petit cahier des charges, vous êtes à mon avis en état de pouvoir présenter quelque chose. Et puis il y a des gens qui viennent effectivement avec des choses déjà un peu préparées. Alors puisque Stéphane Baller est là, bonjour Stéphane. J'indique à Stéphane que Paris 1 va probablement présenter une équipe, le DU de Paris 1, mais qu'on serait absolument enchanté d'accueillir des gens de Paris 2. Et ne tardez pas pour faire inscrire vos étudiants respectifs, messieurs. Oui, on est bien d'accord. On y veillera. Et donc, Stéphane veut peut-être répondre. Pour répondre à la question. Pour boucler peut-être sur le livrable, parce qu'il y a encore une question d'Anne-Catherine. Donc, il n'y a pas de solution toute faite qui va être plus ou moins favorisée. Ce qui va compter, c'est surtout le pitch. Donc, à l'oral, ce que vous allez dire aux membres du jury. Évidemment que si vous avez un prototype ou un projet de prototype, c'est mieux. Mais évidemment, si vous n'avez pas de développeur dans votre équipe ou que vous n'avez pas eu le temps de réaliser le prototype au vu de l'ampleur de votre projet, l'important, c'est de le justifier, de l'argumenter et de montrer des visuels qui sont parlants et qui vont séduire les membres du jury. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus, il me semble. Faites de votre mieux et battez-vous pour que le rendu soit le plus séduisant possible le dimanche après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y avait une question à laquelle Geoffrey a répondu sur est-ce qu'il faut pitcher en anglais ou en français. Effectivement, à ce stade-là, ça sera en français. En revanche, si vous passez au round d'après, ça sera en anglais puisque vous serez en compétition avec des équipes d'un peu partout dans le monde. C'est ça. Et il y avait une question aussi sur les thématiques proposées ou imposées. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut le dire tout de suite, Geoffrey, Laetitia. On n'en a pas parlé avant. Mais en fait, ce qu'on peut dire, peut-être, et Laetitia pourra le confirmer aussi sur ce qu'elle a vu pour l'édition à Londres, c'est que les organisateurs laissent des thèmes relativement larges parce qu'ils veulent laisser en fait les équipes pour pouvoir proposer des problèmes et des solutions diverses. Généralement, ils proposent quand même 2 grands angles thématiques. Un qui est plutôt sur des sujets vraiment
de la pratique des métiers du droit et de répondre à des problèmes des professionnels du droit, et un sujet qui est plus orienté aussi intérêt général, bien commun. De ce qu'on comprend, c'est aussi la tendance de cette année. Ils n'ont pas encore communiqué, ils nous ont donné des éléments, mais ils nous ont pas encore communiqué, à ma connaissance en tout cas, malgré plusieurs demandes sur ce sujet. Il est probable qu'ils ne veuillent pas le faire trop tôt pour éviter que des gens en fait, travaillent pendant un mois sur le projet. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment donner des éléments, mais il y aura certainement ces deux axes-là. Je ne sais pas si vous le complétez, mais il y aura certainement un sujet plutôt orienté bien commun, intérêt général, ou des sujets d'éthique et de responsabilité sociétale, et un sujet plus affaires, services. Business of law, c'est comme ça qu'ils ont tendance à le présenter généralement. Mais je vais me faire reprendre par Jean. Effectivement, c'était le cas à Londres. Il y avait un côté plus... alors, c'était Access to Justice, et puis un côté effectivement plus service pour les professionnels, enfin plus aspect business. Donc ça se rejoint après à voir pour cette année, mais c'était le cas en tout cas à l'édition de Londres. Mais de toute façon, vous me confirmez que ça n'est jamais plus précis, que ça n'est pas, par exemple, raffiné en thématique ou en défi sur des verticales ou des sujets, des cas d'usage. Il peut y avoir des challenges, mais ils ne sont jamais imposés. Ok, très bien. Ce sont des suggestions, mais pas des il y en aura potentiellement de ce qu'on comprend, mais c'est souvent, c'est presque en plus. Oui, c'est du bonus. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Stéphane, une question? En fait, on ne t'entend pas, Stéphane. On n'entend pas. On ne t'entend pas, Stéphane. On n'entend pas. On te voit bouger. Oui, on voit les lèvres bouger. Mais... Alors, on n'a pas installé, Stéphane, l'application qui transforme le langage des signes en langage, voilà. Donc, où tu branches ton micro, où tu nous écris par le chat. Pour l'instant, tu as coupé ton micro. Non, bon. Ah, peut-être que tu n'avais pas autorisé. Voilà, suffit. C'est bon. Silence, il va parler. Je suis plus vieux que toi, finalement. Merci Geoffroy, en tout cas, pour votre accueil, cette initiative. Merci Sumi et Laetitia et Marie pour votre enthousiasme. Alors, j'ai bien entendu le challenge de Jean. Comme j'ai en plus une promo assez remuante dans le DU Transformation digitale du droit et Legal Tech, vous risquez même d'avoir deux équipes. Donc voilà. Ah, bah, génial. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième chose, donc j'avais une question sur les thèmes, puisqu'en fait, nous, on a déjà fait celui il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, du barreau de Bruxelles, qui avait été fait sur le recouvrement des créances belges. Donc, ça m'a permis de savoir plein de choses sur le recouvrement de créances belges. Mais c'est vrai que quand on a eu le sujet, ça nous a impressionnés. On avait reçu de la doc quand même 48 heures avant. On avait reçu 350 pages, donc tout sur le recouvrement de créances belges. Mais c'est vrai que c'était bien carotté, et il y avait un sponsor qui voulait des idées sur le recouvrement belge. Donc je pense qu'il a été satisfait de nous abreuver en champagne. Dans les modalités opérationnelles, moi j'avais un rôle à la con, mais qui m'a bien fait marrer. En fait, il y avait des disruptive coachs. Je ne sais pas si vous avez prévu ça dans l'organisation, mais en gros, tous les 2 heures, je me faisais les différentes équipes, ils me racontaient leur histoire. Et bien sûr, je jouais au vieux con en disant « Ah, mais avez-vous pensé à ça? Mais c'est un petit peu faible et tout ça. » En fait, l'idée, c'est d'avoir une certaine homogénéité des équipes au moment des pitchs, parce que c'est vrai qu'elles n'avançaient pas vraiment. Il y avait une équipe de polytechniciens et d'HEC. C'était assez marrant parce que ça a démarré très fort. Après, ça a été une boucherie infernale. Et le fait d'avoir un coach qui passait de temps en temps disruptif, donc ils étaient prévenus qu'on n'allait pas leur dire forcément des choses gentilles, et ça a permis de recadrer.
et on s'était fait une sorte de grille avec l'organisateur en disant quel est le produit fini minimum et qu'est-ce que vous voulez vraiment voir. Moi, c'est vrai que dans ce type de choses, je suis un peu déformé. J'aime bien voir la viabilité du projet avec des chiffres. Et donc, je veux un business plan. J'aime bien que les gens travaillent sur le positionnement du produit et ne réinventent pas la roue. Donc, il y a une certaine curiosité, une certaine recherche marketing pour lesquelles les étudiants en droit ne sont pas préparés, formés. Et quelquefois, du coup, ça fait des idées qui sont bonnes mais qui existent déjà. Des gens qui arrivent, qui vous présentent ça avec un cœur pas possible. Et il y a toujours quelqu'un dans le jury qui fait « mais vous savez que ça existe déjà depuis 5 ans ». Donc là, c'est vrai que ça peut être un élément. Je ne sais pas si vous l'avez prévu. Mais voilà, donc ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, mais là, je n'ai pas encore la confirmation, jusqu'à quand peut-on inscrire des groupes? Oui, vas-y, Simon. Non, mais en fait, je n'ai pas entendu la fin de ta question, Stéphane. Jusqu'à quand peut-on inscrire les groupes? Et en fait, je pense qu'il y a une réponse qui est à la fois pas très précise, mais assez simple là-dessus. C'est que nous, on a quand même une jauge sur place pour ça. dans le bâtiment pour des raisons de sécurité, ce qui fait qu'on pourra difficilement atteindre plus de 100 personnes sur place avec tout le monde, les organisateurs, mentors, la sécurité et tout ça. Donc, c'est pour ça que Soumi a mis 2 fois le message, je crois, dans le chat de ne tardez pas trop, parce que comme les gens s'inscrivent individuellement et non pas par équipe, j'avoue que moi, je trouve que ça aurait pu être aussi pas mal que les organisateurs nous proposent une option pour pouvoir inscrire les équipes d'un coup. Oui. On a pas mal d'inscriptions qui arrivent en flux continu. Et comme nous n'avons pas vocation à faire beaucoup de sélection en tant que telle, parce qu'en fait, on n'a même pas les éléments, on ne connaît pas nécessairement tout le monde, on finira par atteindre, c'est dans 1 mois, on est encore un peu loin de cette jauge que j'évoque, mais on est déjà, honnêtement, il y a déjà plus de 40 personnes inscrites. Ouais. Donc, ça peut aller relativement vite, je pense, si vous êtes tous très motivés. Si là, dans le chat, il y a plusieurs équipes motivées et pas encore inscrites, je vous inviterai à au moins inscrire 1 ou 2 personnes ou 3 personnes par équipe rapidement. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu la réponse. Est-ce qu'un membre d'une équipe inscrite peut participer en distanciel? Oui, j'étais en train de répondre à l'écrit. Oui, attends, Charles, parce qu'il y avait une autre question à propos de l'accompagnement des équipes et sur le rôle de disruptive coach qu'évoquait Stéphane. Et je pense que Laetitia et Marie ont la réponse, puisqu'on y a réfléchi et elles y ont particulièrement réfléchi à propos des rôles de mentor. Tu n'étais pas encore connectée, peut-être, Stéphane. Ah, je suis désolé, vraiment. Laetitia, c'est tu. Oui. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à ta question, Stéphane, il y aura effectivement 2 choses. Il y aura des mentors qui tourneront dans les équipes pour les aider sur différents aspects, notamment effectivement les aspects business plan, puis s'il y a des développeurs aussi sur les aspects tech, avec des compétences différentes. Et puis, il y aura également des ateliers qui vont être organisés sur des points particuliers pour apporter aux équipes les éléments dont ils auront besoin pour bien avancer dans leur projet et construire quelque chose effectivement de viable et de bien construit. Voilà. Donc oui, il y aura vraiment du challenge des équipes et du conseil apporté tout au long du week-end, que ce soit sur le côté business, tech, design, ou simplement accoucher d'un projet le plus rapidement possible avec une organisation optimale pour que le rendu, le pitch final avec la présentation soit la plus performante possible, parce qu'effectivement, ils n'avanceront pas tous de la même manière et c'est bien de les challenger et de pouvoir faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ok. Et j'avais beaucoup plus constructif et smooth que ce que j'ai vécu.
Mais c'est le but en tout cas. Mais en revanche, on rassure quand même les équipes sur le fait qu'il n'y aura pas 300 pages sur un sujet aussi pointu que le recouvrement de créances. Non, mais c'est très formateur. J'imagine. Mais voilà, quand tu reçois ça, ça fait bizarre. Mais au Dernière question, moi j'aurais peut-être une équipe entièrement virtuelle. Est-ce que c'est jouable ou pas? Ou un représentant sur place. Je mettais dans le chat, je pense que ça peut être assez compliqué, en particulier pour gérer justement le côté présentation devant le jury, interaction avec le jury. Après, on peut tout à fait regarder comment ça peut être possible. Moi, je pense que de l'hybride, ça serait l'idéal, c'est-à-dire une partie de l'équipe présente. Pas nécessairement d'ailleurs. Alors, je voudrais peut-être c'est l'occasion de préciser un point. Un hackathon en général, c'est on s'enferme 24 heures sur 24 pendant 48 heures, on mange des pizzas, on dort par terre. Bon, on n'a pas forcément. Non, vous fermez, je crois, la nuit, donc. Oui, voilà. J'avoue que c'est quand même le siège. C'est quand même le siège international du groupe Ubisoft et on doit faire venir des gens de la sécurité incendie. Donc, je ne peux pas vous faire dormir à l'intérieur des locaux. Ça serait. C'est pas à Saint-Mandé qu'on va trouver un hôtel. Hein. Ouais, ça peut se trouver, mais bon. Bref, tout ça pour dire qu'on aura des horaires sur place qui seront légèrement contraints, jusqu'à 20h par exemple le soir, quelque chose comme ça. Ce qui n'empêche pas du tout les équipes, s'ils ont envie d'aller s'enfermer ailleurs pour continuer à travailler. Pour le coup, pour moi, c'est pas une rupture d'équité en termes de règles. Oui. Donc là aussi, le fait de ne pas être présent absolument toute l'équipe tout le temps, ça me paraît pas problématique. 100% virtuel, j'ai qu'on ait du mal à gérer la partie. Mais bon, on peut en rediscuter, mais j'ai peur que ce soit compliqué. C'est parce que j'ai un programme expérimental. Alors là, c'est chez De Gaulle Florence. Avec des gens en province. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut les impliquer dans le programme pour ceux qui ne pourront pas venir. Donc voilà, c'est juste ça. Donc j'ai bien compris en hybride. Et sur le côté 24 heures, comme vous êtes sur la ligne 1 et nous aussi, l'idée en fait, ce sera d'avoir un backup rue Boissy-Langlas et de pouvoir accueillir les équipes si elles veulent travailler de nuit. Merci, bonne idée. Super. On a la chance, ces équipes. Oui, si ouais, ça peut être assez marrant. Vous aurez la surprise. Sur l'hybride, alors c'est peut-être accessoire, disons, mais on avait aussi prévu, n'est-ce pas, un petit temps d'échange avec les autres sites du Global Legal Hackathon. Déjà, à minima avec Madrid, parce qu'on les connaît, on les identifie, et peut-être avec d'autres équipes. Geoffrey, peut-être à Montréal, je ne sais pas. Oui, on n'a pas aujourd'hui la liste complète des hosts locaux, mais c'est vrai qu'on aimerait bien voir avec d'autres lieux si on peut avoir un petit moment d'échange avec eux. On va voir ce qui est faisable, mais c'est vrai que c'est quand même le gros intérêt aussi Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qui nous avait bien motivé aussi au départ, c'est de s'intégrer à un écosystème international et de voir un petit peu ce qui se passe aussi ailleurs. C'est de mettre encore une fois, c'est pas une question de planter le drapeau, mais mettre la France sur cette carte déjà, et puis aussi d'en profiter pour discuter un peu avec les gens. Donc on verra. Nous, Ubisoft, on a une partie de l'équipe juridique qui est à Montréal, une partie qui est à San Francisco, et une personne qui est à Bucarest. Donc s'il y a des événements locaux à ces endroits, on aurait très envie de discuter avec eux, mais évidemment avec d'autres aussi. Il n'y a plus personne à Hong Kong? Non, il n'y a pas juridique, il y a une personne à Shanghai, effectivement. Et Shanghai, oui, c'est ça. Je vois que tu es bien renseigné. Ah, mon job. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être dire aussi ce que je regarde, ce qu'on s'est déjà noté en termes d'organisation, que effectivement, le plus tôt vous vous inscrivez, le mieux c'est. Et qu'on s'est dit qu'à compter du 9 mars, enfin environ,
De toute façon, on vous enverrez une confirmation de votre inscription avec quelques informations et puis notamment des ressources pour vous mettre dans l'ambiance, non pas pour commencer à travailler sur le sujet, comme on vous l'a précisé, mais plutôt pour vous familiariser avec les formats attendus, notamment de pitch, de restitution, la définition de ce qu'est un produit minimum viable, etc., etc. Pour ceux qui auraient besoin de ces informations en amont. On mettra à disposition aussi pendant le hackathon des petits modèles, des tableaux, en tout cas des formats qui vous permettront de travailler et de mettre à peu près tout le monde à niveau sur les notions fondamentales pour construire un projet innovant qui sera présentable pour le pitch. J'y pense, c'est vraiment mon esprit d'escalier. Pensez à venir avec un ordinateur. Ah oui, oui, effectivement. Tu fais bien de le préciser. Et une batterie. Oui, une batterie. Est-ce qu'au niveau des inscriptions, j'ai pas regardé comment était la forme d'inscription, mais notamment pour signaler le côté équipe, on peut mettre un prénom avec un nom d'équipe ou un truc comme ça qui vous faciliterait le travail. Alors, je préférerais, si possible, essayer de mettre vos vrais prénoms et noms, parce que de toute façon, moi, après, j'en aurai besoin pour les listes de la sécurité, pour que vous puissiez rentrer dans le bâtiment. Donc, de toute façon, je les redemanderai à tout le monde. Donc, si possible, je suis désolé, j'ai travaillé 7 ans à la CNIL, j'adore la pseudonymisation, mais là, si possible, si ça ne vous embête pas trop. Par contre, il est possible de rajouter un petit élément de texte au moment de l'inscription. C'est pas nous qui avons fait la forme d'inscription. Donc, on peut mettre son nom, son prénom, un mail, les liens vers les réseaux sociaux des web, et on peut mettre un petit élément de texte. Donc, n'hésitez pas à me dire, à mettre dedans, ce sera l'équipe, un nom d'équipe ou un élément d'identification. De toute façon, ce que je ferai, c'est que moi, je backerai, je vous passerai un petit mail. Si vous l'acceptez, c'est une bonne idée. Voilà, ce sera le plus simple. Il faut juste qu'on ait le mode opératoire. Après, il y en a qui vont vouloir se mélanger, mais il y en a qui vont rester entre eux. Oui, c'est normal, honnêtement. Le mélange, c'est par tirage au sort, en fait, ou Non, ce sera plutôt a priori par présentation des équipes et une forme d'affinité. Ouais, voilà, ça se fait quand même généralement comme ça. Et c'est effectivement là aussi d'expérience, Laetitia, Marie, Soumi, tout le monde peut peut-être confirmer ou infirmer ce que je dis, mais d'expérience, c'est vrai qu'il y a généralement des équipes qui sont très motivées pour rester entre eux dans les hackathons, et puis des gens qui au contraire viennent en se disant c'est chouette, on va pouvoir travailler avec des gens qu'on ne connaît pas, mais honnêtement, il y aura sûrement les deux. Enfin, en tout cas, ça me paraît. Nous, à Bruxelles, on avait deux devs africains qui étaient géniaux et qui ont été adoptés par l'équipe très vite, et je pense que ça a changé et arrondi, parce que j'avais 2-3 caractères quand même dans l'équipe, et ça a arrondi les angles de manière hyper efficace. C'est une règle universelle, les développeurs sont tout de suite adoptés par tout le monde. Ça c'est clair. Tout le monde se jette sur eux. Et l'intérêt, c'est que ce soit le plus équilibré possible quand même, les équipes. Mais après, oui, ce sera par affection, par profil et puis par centre d'intérêt en commun et choix de projets à traiter ensemble. Donc, ça se fera comme des espèces de mini speed dating en fait en début de week-end. Oui, mais c'était comme ça que ça s'était passé à Londres. En fait, les différentes personnes qui avaient des idées avaient fait un petit pitch au début, et puis ensuite, soit il y en avait qui avaient déjà des équipes préconstituées, et dans ces cas-là, elles n'avaient pas forcément besoin d'autres personnes, mais si elles n'étaient pas très nombreuses, il peut y avoir des nouveaux participants pour les rejoindre, soit il y avait des personnes qui étaient toutes seules et qui avaient une idée mais qui étaient seules, et dans ces cas-là on pouvait les rejoindre selon les affinités, les compétences aussi, pour effectivement avoir des équipes qui soient assez pluridisciplinaires, on va dire, en tout cas avec des compétences variées, ce qui aide dans la constitution et le développement des projets.
Alors, est-ce qu'il reste des questions? J'ai l'impression qu'on a couvert pas mal d'aspects. Oui. Et s'il vous plaît, si vous vous inscrivez, venez. Oui. Parce que c'est important de laisser la place à ceux qui vont réellement prendre part à l'aventure. Et ne vous inscrivez pas si vous pensez ne pas venir, parce que c'est dommage pour ceux qui auraient aimé s'inscrire et participer réellement. Donc, n'hésitez pas à faire passer le message aussi à ceux qui sont vraiment motivés. On ne peut pas regarder de l'extérieur avec des jumelles. Oui. Ça, je recommanderais d'essayer d'éviter de faire ça devant notre siège international. Si vous ne voulez pas que je sois moi-même licencié. Merci. Cela dit, c'est une vraie question qui se cache derrière la blague. On nous a demandé si on pouvait venir simplement en observateur. Et le principe, c'est quand même plutôt de s'inscrire parce qu'effectivement, on participe activement et on rejoint une équipe. Je le répète. Oui. Donc, du coup, pas vraiment de commerciaux, pas vraiment d'infiltrés. Par exemple. Que des participants hyper motivés et hyper enthousiastes. Des commerciaux, là-dedans, tu n'en trouves pas beaucoup, hein, quand même. Mais on préfère prévenir quand même. Au cas où. Non, mais je pense pour être explicite là-dessus, comme d'ailleurs tu l'évoquais aussi, il y a parfois des hackathons qui sont aussi des manières d'identifier des projets ou des solutions pour un sponsor qui est en fait une sorte de proto-client. De fait, on n'est vraiment pas dans cette logique-là, d'abord parce que c'est une organisation internationale, et puis là, pour le coup, je pense que c'est très clair pour tout le monde, mais je le redis, c'est l'occasion. Nous, Ubisoft, dans ce projet, on s'est positionné vraiment par rapport à l'envie de catalyser tout notre petit monde des gens qui ont envie de faire bouger les professions du droit et le droit. On n'est pas du tout focalisé sur des sujets qui sont uniquement les nôtres ou qui seraient nos enjeux prioritaires de business du moment. Donc effectivement, c'est pas pour Ubisoft une manière d'identifier des prestataires ou des choses comme ça. Je pense que c'est assez clair dans le positionnement et dans ce qu'on a dit, mais j'en profite du coup pour le dire. C'est vraiment pas l'objectif pour nous. Je ne pensais pas des prestataires, mais il y a justement, comme vous le disiez très justement, Geoffroy, pour bouger l'écosystème, quelquefois, il faut un peu montrer les choses. Et moi, ce que j'avais fait à Bruxelles, parce que c'était possible, c'est que j'avais amené une ou deux personnes, donc un ou deux clients, pour qu'ils voient ce que c'était. Et je pense que ça lui a montré ce qu'était exactement l'innovation en droit et les conséquences en termes de management que ça pouvait avoir. Et c'est vrai que pour faire bouger les gens, c'est une expérience qui est assez intéressante. Mais après, il faut juste pouvoir le faire, avoir la place et tout. Donc, je comprends tout à fait votre priorité. Ce que je souhaite, c'est que vraiment ça réussisse. Donc, moi, je laisserai ma place aux équipes et aux jeunes pour qu'ils puissent être avec vous. Mais si après, derrière, on peut faire un truc où, même si ça fait un peu jeu du cirque, mais il y a des gens, hélas, il faut qu'ils passent pour voir. Et ils ne resteront pas. Et pourtant, ils vont prendre des décisions qui vont pouvoir influer sur tout ça. Donc voilà, je ne sais pas comment on peut faire. Est-ce que c'est le filmer pour dire comment on peut faire bouger un petit peu les choses, comment c'est différent de ce que certains qui croient faire du moderne et de l'innovation font semblant. Et je suis dans une profession où on sait faire. Donc voilà, c'est comment, malgré la limite en termes de personnes, on peut arriver à dire aux gens, il y a des choses qui se passent et il faut qu'on en soit. Je ne sais pas si je suis clair, hein, mais… Si. Mais bon, on va y réfléchir, mais il y a peut-être effectivement le moyen on l'a déjà évoqué, à vrai dire, oui, le moyen de couvrir l'événement en proposant un petit reportage vidéo, alors peut-être pas du live stream pendant 72 heures, mais et certainement pas d'ailleurs,
mais des petites capsules pour suivre l'avancement, et puis tout ça serait disponible et monté ensuite, et donc ça donnerait à voir voilà, cette façon d'entrer dans l'innovation. Soumis à ce sujet, moi je pensais, mais on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais ça pourrait être aussi, moi je pensais peut-être interviewer des participants, etc., pour diffuser dans le podcast. Donc ça Oui, peut bien aussi sûr. être un moyen de faire, justement, de faire découvrir un peu l'ambiance et les différents projets, mais on en discutera. Oui, effectivement. Il faut documenter de toute façon Oui, c'est clair. l'exercice. Alors, il est 19h21, je crois. Je vérifie là. Est-ce qu'il y a d'autres questions résiduelles ou des sujets qu'on n'aura absolument pas couverts? J'ai l'impression que... Ah oui, les équipes aussi, on l'avait mis dans les postes. Donc, il n'y a pas de règle, mais entre 5 et 7, c'est peut-être le top. Oui. À vous de voir. Moins de 5, ça reste jouable quand même. Oui. C'est ce qu'on s'était dit. 7 grand max, vraiment, parce qu'après, ça devient compliqué d'avancer vite. Enfin, là, il y a aussi un enjeu à produire quelque chose en peu de temps. Et voilà, il n'y a pas de magie. Hein. Plus on est nombreux, plus le consensus et les décisions sont difficiles à prendre. Moi, à Bruxelles, il y avait le DU avec 4 étudiants, plus les deux Congolais. Et à 6, ça marche super bien. C'est vraiment l'idéal. Ok, très bien. Merci. Oui, c'est entre 3 et 7 membres par équipe. Oui, parce qu'ils sont montés, je vais faire de la pub comme ça pour le DU, ils sont montés sur le podium. Ils sont revenus avec leur chèque. Ah oui, très bien. Et t'es pas peu fier. Hein. Et donc, Geoffrey, est-ce que tu nous confirmes bien au niveau du prix? Donc, il y a un prix. Oui, alors le prix, dans le sens, il y a une équipe gagnante par événement local. Ça, il n'y a rien qui nous empêche si on a envie avec le jury, de dire qu'il y a un prix spécial du jury. Enfin, je veux dire, on fait un peu comme on veut. Mais d'un strict point de vue de prix, dans le sens, les gagnants qui pourront aller sur le reste de la compétition, notre engagement, c'est que le jury désigne une équipe gagnante qui sera ensuite invitée à participer, donc, comme je le disais, aux demi-finales qui seront en mode à distance. Et éventuellement donc les finalistes. Voilà. Donc après, si on a envie, si d'autres gens Geoffrey, on t'entend plus. pardon. Ça coupe dans ta montagne. C'est le Vercors qui est haché. Eh ouais. Justement, à ce propos, alors c'est vrai qu'on est un peu à l'aveugle sur les thèmes, mais dans les thèmes d'intérêt général, s'il y a quelque chose autour des questions d'accessibilité, je pense qu'il pourrait être intéressant que Droit comme un H, qui accompagne les jeunes talents en situation de handicap, puisse être volontaire pour vous accompagner. Dès qu'on pourra préciser en fait la teneur de cet axe Access to Justice de cette année, de toute façon, effectivement, on réfléchira à qui associer. Mais on a quand même une info qui est sur l'édition précédente. Il y avait un sujet sur l'inclusivité. Oui. C'est ça. Sur les femmes. Sur les femmes. Après, sur les femmes. Oui, sur les femmes. Ouais. On verra. Oui, ça on précisera de toute façon quand on aura les infos. Mais voilà, je vous le propose. Sachez qu'on est intéressé par ce genre de choses. Vous avez peut-être vu qu'avec le Cercle Montesquieu, l'association a lancé un appel à projet. Normalement, dans le technodroit, il y aura un prix solution handicap.
Et donc, on va essayer d'accélérer sur l'utilisation du digital pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap, mais aussi celui des personnes valides, des personnes ordinaires, comme on dit maintenant. J'ignorais le vocable. Ouais, je trouve que c'est pas mal, en fait, ordinaire. Ordinaire, oui. Bien. Est-ce que on lève la séance? S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression. A priori, non. De toute façon, comme on l'a dit, alors dans l'ordre, c'est ne tardez pas à vous inscrire. À partir du 9-10 mars, on vous envoie confirmation et puis informations complémentaires. Et puis voilà, et puis on se retrouve le 25 mars à Saint-Mandé à 17h, n'est-ce pas? Tout à fait. On a hâte de vous y retrouver. Absolument, ça va être super sympa. Merci beaucoup. Il y a une jauge aussi pour le lancement ou... Ah oui. Ouais, Oui, c'est pour la totalité de l'événement. Ouais. Bon, ben, je penserai à vous alors. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Et à Bonne très bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comment je fais pour arrêter l'enregistrement?